On est avec Baptiste Le Caplin, bonjour. Bonjour. Oh là là, ça fait tellement longtemps que t'as pas vu sur Mademoiselle. C'est vrai que ça fait. Mais moi, je vois tellement de vidéos passer de Mademoiselle, j'ai l'impression d'être un peu dessus, tu vois. C'est vrai? Bah ouais. Tu vois pas, c'est quoi par exemple? Bah j'ai vu plein de trucs. T'as filmé les copains. C'est vrai. Ben Mazué. J'ai découvert par cette interview de façon complètement impromptue que t'étais copain avec Ben Mazué. En fait, je savais pas. Mais non, mais Ben Mazu. Tu dis Ben Mazu, toi? Non, Ben Mazué. Ben Mazué. Et en fait, Ben, on s'est rencontrés à l'époque de MySpace. Non. Et j'écoutais son MySpace en boucle. Il y avait une chanson notamment qui s'appelait Papa. Et à un moment donné, j'ai dit, vas-y, je lui envoie un message. Et j'ai dit, mec, bravo, ta musique elle est incroyable. Oh, bah, merci, c'est gentil. Toi, t'es humoriste? Je dis, ouais, bah viens au spectacle. Et il est venu avec sa meuf. Et on a bouffé après avec nos meufs. Et depuis, on est potes et on a des enfants. Et voilà. C'est un mec génial, je l'aime d'amour et il va faire les premières parties au Bataclan. C'est vrai? Ah, il fait les 3 premières parties. Moi, je voudrais qu'il soit à toutes les premières parties du monde. Dès que je fais des belles salles en tournée, je veux qu'il vienne et il me dit ah non, je peux pas parce qu'il est beaucoup pris maintenant. Et ouais, Ben, je veux qu'il soit là tout le temps. Donc il fait les 3 premiers soirs au Bataclan. Tu es en train de boucler là cette longue période de ta carrière là. Tu joues Origine depuis 3 ans, ça a démarré fin février 2015. Ah oui, d'accord, donc ça fait. Ok. Ouais. Ça va faire 3 ans quoi. 3 ans, ouais. 3 ans. T'as fait de la tournée, machin. Et là, tu sors un DVD. Ouais. Fin novembre, le 21 novembre. Ouais. C'est ça. C'est ça. Et tu termines par 5 dernières dates. Ouais. Au Bataclan. Ouais. Mi-décembre. C'est ça. Et après, hop, c'est terminé quoi. Et après, club de fin terminé. Moi, je fais pas une Aznavour, hein. Je vais pas remettre un tour de bye bye. Non, parce qu'il faut le terminer ce spectacle. Et je t'avoue que c'était quand même un challenge après les 5 Olympias. Je t'avoue que c'est quand même un délire de repartir derrière, parce que l'Olympia était tellement haut. Je pensais pas atteindre vraiment, j'ai atteint un sommet de folie quoi. Je te jure, c'était en termes d'adrénaline. J'ai tellement aimé l'Olympia que je repasse pas devant en scout. Parce que j'aime pas voir les lettres des autres artistes, ça me fait. Je suis jaloux. Mais je te jure, hein, je vois Mathieu Chédid, culé. Et donc, non, je te jure, c'est pas contre lui, hein, mais je suis vraiment jaloux de cette salle. Et très envieux des gens qui y retournent. Ça m'a tellement marqué que voilà. Mais il y avait des villes en France où j'avais pas encore été. Il y a des villes où je retourne, tu vois, il y a Lyon, Marseille, j'y retourne, Lille, je vais y retourner. Et je pouvais pas terminer le spectacle sans rejouer à Paris et je pouvais pas. Le Bataclan, c'était obligé, quoi. Parce que mon Thierry Sucre, mon producteur, qui est le meilleur producteur de la Terre, qui a lancé Jean-Jacques Goldman, Mylène Farmer, voilà. Tu as les dîners de fin d'année d'équipe, hein, c'est pas mal. Hein. Je peux te dire, j'en bouffe du selfie. Hein. Florence Foresti, Étienne Dao, enfin tu vois, le mec est quand même. Et c'est un monsieur incroyable. Et il m'a dit bon, bah, pour terminer, après 5 Olympias, il faut faire un Zénith ou un Palais des Sports. Et tu vois, j'ai dit oui. Alors, il me dit non, mais je sais ce que tu vas me dire, tu veux retourner au Bataclan et tout. Et il m'a passé le téléphone. Et j'avais le directeur de la salle au bout du fil. Et il me dit ouais, t'aurais envie de revenir et tout. Et je dis bah ouais, moi j'ai super envie de venir. J'ai joué 30 fois, mes parents ils avaient un souvenir incroyable de cette salle et tout. Et il me dit ah ouais, bah moi si tu veux venir, t'es le bienvenu. Je dis non, mais je vais venir. Il me dit oui, mais tu sais, enfin. Et je chantais, il était vraiment pas bien parce qu'il me disait il y a plein d'artistes qui m'ont dit qu'ils allaient revenir. Et au moment de signer les contrats et tout, je dis ah non, mais moi, t'as ma parole, je viens. Et Thierry, après le téléphone, il m'a dit tu m'en bookes 5. Comme un cours de tennis, quoi. Tu m'en bookes 5 et puis c'est parti. Et donc là, j'ai Thierry et Suc que j'adorais. Là, je l'ai aimé d'amour parce que terminer au Bataclan, c'était parfait, quoi. T'as une histoire folle d'ailleurs parce que tu jouais le soir du 13 novembre. Ouais. J'étais au Petit Montparnasse. Mais où ça s'est passé à République, j'y ai joué longtemps au Théâtre du Temple. J'ai joué 1 an et demi, tu vois. Donc, c'est l'Apollo Théâtre maintenant. Non, j'avais des copains qui étaient là-bas. Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'être en plus au Petit Montparnasse, rive gauche. C'est vrai que nous, on a été vachement moins concernés. Parce que tout s'est passé dans le nord de Paris, en fait, hein, mine de rien. Et je l'ai vécu sur scène, ouais. C'était la fin du spectacle. Et comme je filme tous les soirs, tu sais, avec notre petite caméra qu'on a en commun, je filme tous les soirs. Donc j'ai ces 2 spectateurs qui s'en vont. Et comment j'ai géré ce truc, et je l'ai mis dans le bonus du coup parce que pareil, je pouvais pas ne pas évoquer ce soir-là parce que c'était vraiment un truc de fou, quoi. Et c'est dans les bonus, ouais.
Et ouais, c'était un soir surréaliste. Mais c'est là que tu vois que Paris est une ville vraiment extraordinaire. Moi, j'adore Paris pour ça. C'est que ça s'est passé le vendredi soir. Le lendemain, personne n'a joué, quasiment, je crois. Enfin, personne n'a joué à Paris, je crois. J'ai rejoué le mardi. Et en décembre, on a fait des meilleures recettes qu'en octobre et novembre. Alors, c'est pas de la branlette commerciale en me disant, tu vois, j'arrive quand même, je vais au-delà du terrorisme. C'est pas ça. C'est que vraiment, moi, ça m'a mis un coup de boost parce que je me suis dit, putain, les gens, ils ont besoin de ça, quoi. Et je t'avoue aussi que la chance que j'ai, c'est d'avoir été dans un quartier qui a été moins touché, parce que je pense que les gens, même un Chris Rock ou un Louis C.K., enfin Louis C.K. c'est horrible, non. Mais même dans le 11e, enfin tu peux pas, c'était trop présent, quoi. Mais les gens, moi j'ai des gens qui venaient de loin, de Montpellier, ils venaient me voir et me dire ouais c'est cool, merci de continuer à jouer. Et moi ça m'a hyper touché, quoi. Et ça a fait aussi que tout le mois de décembre, je me disais, mais je ne peux pas ne pas retourner au Bataclan quand je vois les gens, comment ils sont aussi impliqués, quoi. Donc, ouais, c'était un soir très bizarre. Reparlons de ton sujet peut-être un peu plus joyeux, Ouais. de ton enfance. Je sais pas si c'est joyeux en fait. Si. À quoi il ressemblait le petit Baptiste Le petit Baptiste, le petit Baptiste enfant, 7 ans. il était comme ça. Moi Voilà, c'est ça. Cut, one man show. Bonsoir, Olympia. Tu te dis qu'est-ce qui s'est passé? J'étais très timide parce que toi, là je suis rasé pour un tournage. Je me suis rasé. T'as vu, j'ai très très fin. Tu fais très jeune. Je suis tout palo. Et donc quand tu rougis, tout le monde voit. Et pourquoi tu rougis? Donc tu rougis encore plus. Et c'était tétanisant, quoi. Donc j'étais très très renfermé à l'école. Je jouais, j'avais des copains et tout, hein. Mais j'étais à l'adolescence, je me retrouvais souvent seul. Je me retrouvais souvent à marcher. Tu vois, quand au collège, tu n'as plus besoin d'aller en permanence. Tu sais, les permanences, des fois, tu dis non, mais c'est plus obligatoire à un moment donné. Non, je crois que c'est au lycée. Je me baladais, je marchais, puis je parlais tout seul. Tu parlais tout seul à voix. Je faisais des interviews, je faisais non, voilà, non, mais tu vois, à un moment donné. Et donc, je me faisais des persos tout seul. Non, mais c'est horrible. Hein. Non, mais c'est le mec qui était seul. Bah, non, mais tu comprends aussi pourquoi j'ai fait l'amour à 23 ans. Le mec qui se parle tout seul, il va pas attirer les meufs. Mais non, mais je me parlais vraiment tout seul. Et je me faisais des délires. J'étais là. Alors, j'étais pas à rigoler tout seul. Hein. Mais j'aimais bien aussi avoir ces moments solo. Et je cherchais pas à être populaire ou quoi. Donc, j'ai accumulé vachement de trucs en moi, j'ai vachement observé, mais j'aimais bien faire rigoler. Voilà. Il y avait des gens avec qui je m'entendais très bien, j'aimais les faire marrer, mais je sentais que je me cherchais un petit peu, quoi. J'étais en edge, tu vois. Mais donc, comment tu fais pour faire le gars qui part de comme ça, qui se parle tout seul dans la cour de récré, à monter sur scène? C'est quoi le moteur? C'est comme violent de monter. Enfin, je pense que c'est compliqué de se rendre compte à quel point c'est violent de monter sur scène. Ouais. T'es tout seul face. Quand t'as démarré, tu savais quoi J'avais 14 personnes, voilà. Hein, dans une salle de 45 places. C'est quand même beaucoup, 1 contre 14. Non, ouais. Tu vois, 1 contre 14, c'est beaucoup, ouais. Bah, qu'est-ce qui m'a fait monter sur scène? Peut-être les dates de jeu. Tu vois, Vegas m'a coulé. Non, même pas. Même pas, c'est que je te jure, en fait, je te dis, j'aimais bien faire marrer mes potes. Hors contexte, pas en classe, pas dire regardez ce que je vais faire à la prof de sciences nat, madame, la grenouille elle est vivante. Enfin, tu vois, je faisais jamais ça, tu vois. C'est pas possible parce que je voulais pas que mes parents aient des mauvais échos de moi ou quoi que ce soit. Mais j'aimais foncièrement faire marrer parce que je regardais plein d'humoristes et c'est quand j'ai été animateur, tu vois, j'ai passé mon BAFA, je faisais mes premiers emplois d'animateur et c'est mes potes qui m'ont dit mais fais le sketch de Dubosc là, de Sandy, là t'aimes bien. Et c'est vrai que quand je faisais des sketchs, j'adorais parce que je sentais que. Le meilleur sketch du Bosc. Ouais, qui est incroyable. Son premier spectacle, il est incroyable. Le premier spectacle du Bosc, il est incroyable parce qu'il pue le café-théâtre. Il pue le mec qui a usé les planches à mort. Romantique, c'est génial, c'est carré et tout. Mais le premier spectacle, ça sent la démerde, quoi. Et il est incroyable. Je vous ai pas raconté. Bon, parenthèse refermée. Mais parce que c'était un truc de contexte, tout simplement, parce que j'avais foncièrement envie d'être aimé par les gens et j'adorais ça. Mais tu sais, c'est comme quand les mecs disent, tu sais, dans les films, ils disent mais papa, comment t'as rencontré maman? Bah, je l'ai vue, elle était belle.
Et j'ai été la voir, je lui ai dit, madame, est-ce que vous accepteriez de vous engager dans l'armée de terre avec moi et on est parti au Vietnam et voilà, et on t'a conçu là-bas. C'est le pitch de Rambo 6 que je te fais. Tu es au courant? Ouais, parce que je suis une figure. Et non, mais tu vois, des fois, tu es porté par un truc, tu sais pas pourquoi tu y vas. Et moi, j'étais trop attiré par ça, quoi. J'étais trop attiré par ça. Et ça fait du bien, putain. Mais le contexte est différent, je te jure, les gens, ils se rendent pas compte à quel point, quand un spectacle démarre, tu es derrière le rideau, t'attends, la musique, elle part, donc tu y vas. Et quand t'entends les gens faire ouais, je te jure, ils font 50% du taf. Hein. Je te promets. Hein. On est avec mon metteur en scène, Aslem, et on se regarde, on fait bon, bah ce soir, c'est cool. Voilà, tu le sais. Tu dis ce soir, c'est cool. Et quand tu arrives et que les gens sont, ils sont contents de te voir, mais mec, c'est les meilleurs moments du monde. Après, t'es avec Christine Angot. Oui, bon, écoutez, j'ai pas aimé. J'ai même pas vu t'es passé chez. Non. C'est purement gratos. Purement gratos. Mais c'est des moments incroyables. Quand les gens t'accueillent, c'est trop bien, quoi. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était, je pense, en 2008 ou en 2009, où Bérangère Krief, que je venais de découvrir, donc elle jouait au bout, comme toi. Et en fait, elle me disait, il y a ce mec, t'as fait l'école du One Man Show? Non, j'ai pas fait l'école du One Man Show. C'est quoi alors cette histoire? J'ai pas compris. Alors en fait, il y avait cette école. Ouais, il y a une école, mais le gars qui tenait l'école du rire, l'école du rire, hein, c'est vraiment, on va t'apprendre. L'école du rire. On va t'apprendre l'école du One Man Show. One Man Show, ouais. On va t'apprendre à être drôle. Moi, j'ai pas participé à l'école. Je jouais dans le théâtre où il y avait les cours. Mais je pense que le monsieur a dû faire un mix. Oui. Gaspard Proust, Baptiste, Thomas Gijol, ils étaient là. Ouais, hein, c'est gratos. Et les droits SACD? Oui, c'est gratos. Parenthèse refermée. Mais non, en fait, l'histoire, c'est que Bérangère, en fait, c'était ma régisseuse, c'était ma caissière. Tu vois, c'est elle qui a accueilli la première fois qu'on s'est rencontrés avec Kian. Kian, il est venu retirer sa place à la caisse. Il a rencontré Bérangère pour la première fois. Et elle l'a placé. Elle dit voilà, mettez-vous là. Et Kian s'est assis dans la salle. Je ne savais même pas qui était là ce soir-là. Il m'a attendu à la sortie. Il dit salut, je m'appelle Kian Kojandi. Je suis humoriste aussi. J'aime bien ce que tu as fait. Viens à la maison, on va manger des pâtes et tout. Et Bérangère, elle était là. Et elle faisait les régies. Elle était tellement mignonne. Parce que putain, une petite blondinette mignonne comme tout. Hyper avenante, hyper souriante. C'était un ancien pipe show. Donc, tu sais, les anciens pipe show, quand ils ferment, ils n'envoient pas une newsletter en disant salut les gars, bon bah quelle aventure extraordinaire, hein, les premiers God Miché en fer forgé. Aujourd'hui, c'était quand même, on a évolué, on a eu des belles choses. Donc j'étais pour dire que maintenant l'établissement ferme, c'est un café-théâtre. Les mecs n'étaient pas au courant, hein. Donc ils se pointaient, ils pensaient que c'était encore ça. Et Bérangère était là, il voyait une petite meuf et bonjour. Elle dit bonjour monsieur, oui, je voudrais rentrer. Pour me branler. Non, mais c'est pas du tout. C'est des spectacles. Ah, c'est des spectacles de cul. Non, c'est un mec qui fait des blagues. Il fait des blagues de cul. Non. Il est sur scène, il est à poil. Non, je te jure, tous les soirs, il y avait ça. Elle virait 3-4 gars un peu dégueux. et elle a subi ça pendant 1 an. Et quand je suis parti du bout, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu vas faire? Elle me dit ouais, je vais écrire mon one aussi. Et on s'est quitté entre guillemets comme ça, mais on se croisait tout le temps. Mais l'école. Elle m'avait dit, Baptiste, le mec, il arrive, il a retourné la salle, machin. Donc peut-être, effectivement, vous étiez sans doute 14, mais 14 à être retourné, quoi, tu vois. Ben, le premier spectacle, je faisais une entrée participative. Tu sais, je faisais les gens me sifflaient, et après ils m'ovationnaient. C'est parce que j'avais peur de l'accueil, donc j'avais combattu le diable par le mal, quoi. Tu vois, je me suis dit, vas-y, sifflez-moi, insultez-moi, et puis après, ouais, c'était une entrée. Une entrée un peu de chauffe, ouais, une entrée un peu maso. Après le bout, tu quittes le bout, donc pendant. Ouais. Tu as joué pendant quoi? 1 an et 1 mois. Tu joues où après? C'est Théâtre du Temple. Au Théâtre du Temple directement? Pendant 1 an et demi. Et là, c'est Christophe Meillan de Oulala Productions qui me signe mon premier contrat d'artiste. On était en autoprod avec Aslem Smida, mon metteur en scène, et puis on attendait, on avait refusé quelques propositions, d'autres prods. Il y avait juste pour rire notamment à l'époque aussi, tu vois, qui suivait. Et puis nous, on disait non, on faisait notre tambouille à nous, tu vois, on attendait de voir comment ça se passait. Puis Christophe, c'était le premier à être venu nous voir, je me souviens, et on était revenu vers lui en disant bon voilà, non, on veut bien travailler avec toi. Et ça s'était super bien passé. On a fait 1 an et demi au Temple. Et pendant 1 an et demi, j'ai joué quasiment 5 soirs par semaine tout le temps, quoi. Donc là, le spectacle, je l'ai modifié, mais
d'une façon vertigineuse. Et ensuite, je suis arrivé au Trévise. Et après, il y a eu la tournée. Et puis après, on a annoncé à la fin du Trévise, j'ai rencontré mon agent, Grégory Veil, qui m'a mis sur New York. Ouais. Et en revenant de New York, avant de partir à New York, je tourne Bref. Quand je suis à New York, Bref explose. Ouais. Donc je vois Kian passer les 1 million de fans en replay dans mon appart à New York au Grand Journal. Le mec qui avait 3 mois avant, il me disait bah, tu peux me payer mon burger, j'ai pas de thune. Je dis ouais, t'inquiète, je peux dormir chez toi parce que avec mon coloc c'est chose, que niveau loyer là, je suis en retard. Je dis bah ouais, viens. Et 3 mois après, le mec il est au Grand Journal, il passe les 1 million de fans. Tu te dis bon, ouais, tu vois, la vie elle est cool aussi, elle peut être sympa la vie. Donc ouais, c'était fou ça. Et je suis revenu de New York. Avec Bref, machin, et on avait booké les Bataclan, on en a fait 9, retourné, on a refait 20 Bataclan, et le DVD, voilà. Et Libre Assoupi. Et Libre Assoupi, tu vas tellement vite. Je vais tellement vite, je suis désolé. Hein. Mais tu me dis ma vie, mon œuvre. En fait, la bascule scène-cinéma, moi je l'aime bien. Et je trouve que c'est même très complémentaire. Parce que je te dis, ça me permet de me reposer sur la direction d'un mec ou d'une nana, et quand tu reviens sur scène après, ta liberté, tu la savoures encore plus, quoi. Et pour le coup, tu la prends, toi, ta liberté sur... Oui, t'es l'espace que ça prend. Hein. Ah oui, mais je suis un chien fou. Hein. C'est vraiment ça. Je suis un chien en laisse sur les quais au cinéma. Voilà, tiens, fais ça, viens là, hop, on avance. Et puis après, je suis au bois de Vincennes sur scène. Et là, j'y vais. Je cours vers les naturistes. Et puis c'est cool, quoi. Je cours. Mais il y a l'espace naturiste maintenant au bois de Vincennes. C'est vrai. Ouais. Bah, qui était là depuis toujours. Hein. Sauf que là, on leur a dit, bon là, c'est autorisé. Peu de gens parlent de ta carrière de basketteur, mon pote. Oh putain, non, ça c'est vrai. D'ailleurs, j'allais voir sur ta fiche Wikipédia avant, et il y écrit alors Baptiste Caplin est en National 3 comme meneur remplaçant, ref nécessaire. Bon bah voilà, c'est le moment ou jamais de référencer. De référencer. Ouais, bah écoute, j'étais un joueur correct. Je m'entraînais beaucoup. J'ai fait. T'as joué à quelle heure? À quel âge t'as commencé? À quel âge j'ai commencé? J'ai commencé à 6 ans. À 7 ans, un truc comme ça, ouais. 7-8 ans. Mais après, j'ai intégré le sport-études basket. J'ai été dans un collège à 40 bornes de chez moi, exprès pour jouer dans l'équipe d'Avranches. Et non, mais surtout, je commençais à avoir un bon niveau parce que je m'entraînais avec les cadets. On s'entraînait 2 fois par semaine. Et je restais après l'entraînement des cadets, je me réentraînais avec les seniors. Je faisais le match des cadets, je faisais le match des seniors sur le banc. Et le dimanche, je jouais avec la réserve. Donc, mec, j'avais des semaines de Jean-Jean. Hein. Plus les shoots chez moi dans mon garage, parce que là, ça y allait. Je faisais que ça. Donc, j'adorais. Mais après, non, faut être honnête, j'allais pas révolutionner le basket. J'avais un niveau plus pré-national que National 3. Mais j'adorais. J'aimais pas l'ambiance dans l'équipe où j'étais. C'était une ambiance. Enfin, c'est là que j'aimais mon côté dark qui revenait. J'aime pas l'injustice. Il y avait des mecs qui étaient un peu injustes, quoi. Tu vois, qui te prenaient un peu de haut. Enfin, ils m'appelaient américain parce que j'étais le seul à avoir eu mon bac mention anglais. Donc, il y avait un joueur américain dans l'équipe, donc je lui parlais en anglais. Et je faisais la traduction. Et donc, le mec m'appelait américain. Bon, c'est très logique. Mais j'ai eu des moments tu sais, c'est là que l'injustice, je déteste ça. Je déteste l'injustice et l'injustice dans le sport. Ça m'a un peu dégoûté de ça aussi. C'est pour ça que j'ai apprécié le one-man show. Parce que, non, mais tu t'embrouilles avec l'entraîneur, il te le fait payer le week-end. Après, j'étais un petit con, des fois, je me laissais pas faire. Hein. Mais il y avait vraiment des teubés, quoi. Il n'y a pas que des teubés dans le foot. Hein. Ah oui, ça. Oui. Il y a vraiment des teubés partout. Non, mais bon, c'est marrant. Après, tu les recroises. Je peux venir te voir au Zénith? Ouais, bien sûr. Tiens. Et toi derrière le poteau, là. Bon, je le fais pas, hein, mais. Non, mais. Salut, les gars. T'as décidé de guetter compte là ce matin. Non, mais je te jure, tu vois, d'en reparler. Non, mais j'aimais pas l'injustice, j'aimais pas ça. Et dans une équipe, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Puis j'étais pas genre à fermer ma gueule. Donc c'est pour ça que tu vois, c'est très bizarre le côté un peu fou sur scène et les énervements et tout. C'est des trucs qui étaient contenus. Des fois, je me retenais, mais des fois, je m'énervais. C'est pas parce que tu fais 2,05 m que t'es emploi jeune à la ville où on est et que tu mets 12 points par match. Et que tu as une prime de victoire de 30 € après une victoire que tu vas mal me parler. Non, j'aimais pas ça. J'aimais vraiment pas les mecs qui me parlaient mal. Je t'imagine tellement pas t'énerver sur... Ah si, non, j'étais une petite taille. Non, mais j'avais mes défauts aussi. Hein. Attention, mais je détestais l'injustice.
Je détestais ça. Ça m'en fout. Ça devient d'où? Non, mais c'est pas juste, j'aime pas ça. J'aimais vraiment pas ça. Non, mais parce que j'étais pas le meilleur joueur et tout, mais je taffais comme un porc, quoi. J'étais vraiment le mec qui m'entraînait le plus. Et j'aimais pas. J'aimais pas non, mais les combines de merde. Comme pour moi, c'est pour ça aussi que je suis content d'avoir des filles, mais tu vois, t'as le père d'un des joueurs et le coach. Non, mais le père d'un des joueurs et le coach, et il fait jouer un autre gars qui est moins fort que toi, mais il fait jouer son fils, que son fils donnait plus de balles au fils du coach. Tu vois, toi, tu es là, tu vois ça. Bon, au début, tu réalises pas. Mais après, avec le recul, tu captes. Tu dis, bah oui, évidemment. Enfin, après, si je veux faire le suceur, je vais donner avec des balles à ce gars-là. Et voilà, puis ça parle, ça radote. Enfin, tu vois, c'est les ambiances de club, des fois, qui peuvent être un peu malsaines, tu vois. Et c'est pour ça que je suis content d'avoir que des filles, parce que je veux pas ces ambiances-là avec les mecs, parce que je pèterais un câble. Je dirais, non, mais tu te laisses pas faire. Et je pense que c'est un peu pareil, tu sais, dans tous les groupes en fait sociaux, que ce soit même avec des filles ou des garçons, quoi. Ah ouais? Ouais, mais les filles au sport, elles sont. Au sport, nous, on se foutait dessus en fait quand on avait des problèmes, on se parlait. Ouais, mais là, tu vois, où j'étais un peu malin, c'est que les mecs avec qui je pouvais m'embrouiller, que je détestais vraiment, ils faisaient 2,05 m, tu vois, donc j'avais quand même pas leur rentrer dans la gueule, mais. Non, mais après, tu vois, je suis pas rancunier ou quoi, je suis pas péteux. Si les mecs veulent venir me voir, je leur ai serré la main à ces gars-là, mais bon, tu vois. Bon. Ça a été un moteur pour toi à un moment donné, Ça me motivait, je lâchais pas en fait. Je me laissais pas faire. Donc c'est juste que dans l'adversité, je peux être méchant. Si un mec est vraiment injuste avec moi, c'est pour ça qu'il y a des gars que j'ai rencontrés dans ce métier, dont j'étais fan, qui m'ont fait un ou deux coups de pute. Je peux te dire que c'est ancré à vie que ces gars-là, je leur ferai payer un jour. Mais pas méchamment. Mais en tout cas, c'est réglé dans ma tête. Maintenant, quand un mec me fait un coup de pute injuste, c'est réglé, c'est terminé. Et ça vient du sport. Ah ok, je joue comme ça, ok, très bien. Vas-y, ça marche, très bien. Et quand je fais ça, ok, très bien. Quand il y a le sport comme ça, je suis bien sûr. Vas-y. Mais ce que je veux dire, t'en as fait un moteur, toi, à un moment donné, pour avancer aussi à titre perso ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce que ça te fait comprendre le travail, le sport, enfin, tu vois, je m'entraînais tous les jours au basket. J'ai arrêté, j'ai direct enchaîné avec l'endurance où je cours tous les jours. Et ça a fait un moteur de rigueur, t'as la discipline sportive et on a ce qu'on mérite. Si tu t'entraînes dur et que tu joues pas, tu dois continuer à gagner ta place. Si tu écris dur tous les jours, au moins tu mériteras tes blagues. Mais c'est ce qui fait que toute cette histoire de plagiat dans l'humour, moi ça m'en fout parce qu'on le savait déjà. Ça m'en fout que des mecs arrivent encore à se défendre, ils se font prendre la main dans le sac. Je dis non mais c'est bon, ça va, il n'y a que 4 blagues. Non mais arrête de te rementir à toi-même, c'est pareil, il y a plus. Mais l'injustice là-dedans aussi me rend fou parce que je connais des mecs qui bossent et, comme des fous. Au moins, t'as ce que tu mérites. Si t'écris, j'ai toujours fait ça. J'ai rempli des carnets de fous. Je jouais tous les soirs mon spectacle pendant 1 an et demi, 5 soirs par semaine. Il y en a plein qui pèteraient un plomb. Je ne sais même pas si je serais capable de le refaire maintenant avec la vie de famille, mais au moins, tu as le goût de l'effort et tu n'as rien sans rien. Je vais chercher chaque rire, chaque personne en envoyant un mail. Tu vois, quand j'ai démarré au bout, on disait t'envoies un mail à tous les spectateurs. Ouais. J'ai dit non, je vais les envoyer à chacun. Kian, il me disait mais t'es fou, fais un mail groupé. Je dis non, je dis moi à chacun. Et là, je prends tel bout de spectacle et je bosse et tout. Donc ça m'a amené toute cette rigueur-là. Et ce moteur, oui, ça m'a servi. Ouais. Et tu penses que tu n'arriverais plus aujourd'hui, tu dis, ou alors c'est parce que effectivement ce spectacle, tu le joues depuis 2 ans, peut-être que tu retrouverais cette verve-là en faisant le prochain, par exemple? Non, parce que tu vois, la preuve, c'est que quand j'ai démarré le deuxième, ma prod me disait, je joue un mois dans une grosse salle ou 3 semaines, un mois dans une grosse salle. Et je dis non, je veux repartir en rodage tous les jours. J'ai fait 3 mois de rodage. J'ai fait 3 mois au Petit Montparnasse 6 fois par semaine. Tu vois, ils m'ont dit, je joue 5 fois ou 4 fois. J'ai dit non, on peut doubler le samedi. Je dis, mais t'es fou. Je dis non, mais j'ai besoin de me le mettre dans les pattes. Et je te dis ça, c'est juste rapport à la vie de famille. C'est juste que c'est très compliqué maintenant. Quand je pars en tournée, que je reviens, je suis fracassé. J'ai envie de, tu vois, je veux pas être dans le canapé avec Netflix, avec ma fille. Tu regardais quoi, ça? Ouais. Non, j'ai envie de jouer avec elle. Tu vois, j'ai envie d'aller à la piscine, j'ai envie de faire des trucs, tu vois. Donc c'est juste que c'est l'investissement qui est fatigant. Mais le 3e spectacle, je pense déjà à dans quel théâtre je pourrais jouer 5 soirs par semaine.
T'as déjà des trucs en tête? Pour le troisième? Ouais. J'ai le titre. T'as déjà écrit des trucs? J'ai l'affiche, j'ai la fin. Ouais, il y a des trucs. J'ai l'affiche, j'ai la fin. Ouais, j'ai la fin. Non, mais c'est important. Moi, je suis comme Tarantino. Moi, il me faut les musiques et il me faut le début et la fin pour. Sinon, je peux pas avancer. T'as déjà testé des trucs sur il y a des trucs que j'ai pas mis dans le deuxième spectacle. Par exemple, tout ce qui est dans le DVD du premier et du deuxième spectacle, ce sera jamais réutilisé dans les spectacles d'après. En revanche, il y a tout le sketch que j'ai sur le téléchargement, sur Batman et Robin, Bambi, Daniel Auteuil, tout ça, je l'ai pas utilisé dans le deuxième. Donc forcément que je vais le réutiliser dans le troisième. Mais je veux trouver un axe différent, comment le raconter bien. Et oui, j'ai des trucs, bien sûr. J'ai des trucs, ouais. Après, est-ce que ça va être rigolo ou pas? Pour l'instant, je sais pas, mais il y a des trucs, ouais. Tu disais que tu étais content d'avoir une fille? Ouais. D'avoir des filles? Je sais pas si c'est. Ouais, il y aura la deuxième. Est-ce que c'est secret encore? Non, c'est pas secret, tu peux le dire. Non, mais ouais, normalement. Enfin, attends, j'ai 80. À l'écho, ils nous ont dit 80% de chances que ce soit une fille. Elle s'est gourée une fois. Ah. Ça se trouve, genre un mec et. Voilà. Bon, on effacera. Non, on t'effacera pas, parce quelle horreur, le pauvre. Non, mais oui, je suis trop content, bien sûr, d'avoir des filles. Salut les filles! Et puis à partir de 15 ans, je vais en chier. Non, mais je pense que quand j'aurai deux filles, tu sais quoi, quand elles auront l'âge de sortir les deux, je mets dans le hall de ma maison, je mettrai un sas, tu sais, comme dans les laboratoires scientifiques, tu sais, dans les films futuristes, t'as des mecs qui mettent des combis et t'as de la fumée. Et je voudrais qu'elles passent dans ce sas quand elles rentreront de soirée avant de me faire un bisou. Je veux qu'elles soient totalement désinfectées. Je veux rien, je veux pas d'infos, rien, ne me dites rien. Ouais, j'ai pas dormi, je veux pas savoir, ne me dis rien. Tu vas faire souffrir papa. Oh putain. Tu sais, cette relation-là, à ta fille? Ouais, non mais c'est dur de. Non mais tu vois, c'est c'est vraiment, là, c'est une angoisse de fou, c'est que là, elle me fait des bisous. Elle me fait des petits bisous, ma fille, elle me fait papa, elle m'embrasse sur la bouche, elle me fait un smack. Ce qui dure un smack de 3-4 secondes, mais c'est un smack avec ta fille. Bon, quand elle aura 22 piges, on va plus faire ça, hein. Ça va être compliqué, hein. Puis même avant, j'espère. Ah, sorti, oui. Non, mais tu vois, c'est juste ça, de faire le deuil de ces trucs-là qui me font. Oh là là. Et du coup, tu vois, je vois ma meuf avec son père qui dit mais tu fais plus de câlins à ton père? Bah, enfin, t'es malade, enfin, je vais pas faire ça. Je dis mais fais des câlins. Du coup, moi, tu vois, mais va lui faire un câlin. Mais va sur ses genoux et joue avec lui, quoi. Mais non, mais. Non, mais ça me manquait tellement. Je voudrais pas qu'elle grandisse. Mais c'est trop bien. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Évidemment que c'est bien. Mais toi aussi, tu vas grandir en même temps. Tu verras. Oui, je vais vieillir, je vais être vieux, mais non, mais ça va être super. Mais il y a des trucs qui vont me manquer déjà énormément. Là, je la fais plus rôter. Là, ça me manque. Là. J'aimais bien la faire rôter. Non, mais c'est mignon de faire ça. C'est bien. Tu sais, quand elle est... Non, mais quand ça interagit, c'est plus intéressant quand même. Mais... C'est quand même mieux d'avoir une vraie discussion que c'est cool, je t'ai fait rôter. Ouais, mais bien sûr, mais quand même, tu fais rôter quelqu'un, c'est quand même gratifiant, quoi. Putain, j'avais jamais vu ça. Bah non, mais personne voit ça. Fais rôter un pote, on fait plus rôter ses potes. Ça va, Étienne? Ouais, tu es avec ma meuf? Viens là, je vais te faire rôter. T'es pas mieux, là? Ouais, c'est pas faux. Oh, merde. C'est quoi tes projets après Mes projets, donc il y a le DVD qui sort, la tournée, les derniers en Bataclan. Et ensuite, il y a un film qui sort le 10 janvier, qui s'appelle La monnaie de leur pièce. Un film avec Miu Miu. Miu Miu, c'est ma maman. Elle m'appelle et tout, je vois Miu Miu sur le téléphone, je suis trop content. Qu'est-ce qu'elle est gentille. Ah, je l'aime d'amour. Je t'aime, ma Miu. Avec Margot Bansillon, Julia Piaton, Yannick Landrin, Alice Belaïdi notamment. C'est un film qui sort le 10 janvier, ça s'appelle La monnaie de leur pièce. C'est un film d'Anne Leni. Vous jouez une histoire d'héritage, c'est ça? Exactement. Une histoire d'héritage qu'on pense obtenir, mais qu'on va pas obtenir parce qu'il y a une cousine qui vient. Il y a Anémone dedans. Elle a un petit rôle, mais elle est très très drôle. Donc c'est un film qui sort le 10 janvier. Et ensuite, il y a des projets de tournage. De comédie romantique, peut-être avec Bérangère Krief, j'espère, on croise les doigts. Le duo de retour. Le duo de retour, non mais ça serait génial. Mais là pareil, tu vois, pour la symbolique, ça serait trop bien, quoi. Enfin, tu vois, on a démarré ensemble, ça serait trop cool. Non mais on a un super film dans les tuyaux, là. On attend juste le feu vert des distributeurs et on va y aller. Ah, cool. Et puis je coécris un film, avec un monsieur qui s'appelle Olivier Van Oostad, qui a notamment fait Dick Neck. Donc on écrit une comédie,
Et ouais, j'ai écrit avec le mec Parfait. J'ai écrit avec le mec de Dick Neck. C'est le moment de dire à toutes les mademoiselles si vous avez jamais vu Dick Neck. C'est vraiment. Ah, faut regarder. C'est le moment où j'aime. C'est le film qui a lancé François Damiens. Est-ce qu'on dit Dick Neck ou Dick Neck? Dick Neck. Je pense les Belges ils disent comme Dick ça. Neck. Dick Neck. Mais il y a François Damiens, bien sûr. Jérémy Régnier, Marion Cotillard. Marion Cotillard dans ce film qui Mélanie Laurent. Florence Foresti. Florence Foresti qui démarre tout juste. Qui démarre, qui joue une flic lesbienne, elle est à crever de rire. Le film est incroyable, le film est complètement barré. C'est un bonheur ce film. Donc tu écris avec ça? C'est en écriture, ouais, c'est en écriture, une comédie bien con de gars. Mais voilà, c'est des petits projets dans les tuyaux. Je pense que l'année qui va arriver, l'année 2018, ça sera des tournages et de l'écriture et je démarrerai vraiment la finalisation du troisième spectacle début 2019, je crois. Donc peut-être, je sais pas, là comme ça, tu me lances un truc, peut-être Avignon était 2019, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr encore, faut que je vois. Faut que je vois ce que j'ai dans les Moleskine. Tu te remets un peu en sevrage de. Il faut parce que j'ai enchaîné le premier et le deuxième. Il faut que je me repose un peu. Et puis j'ai. Non, c'est dur. J'aurais pas la force de repartir en rodage, en tournée et tout là tout de suite là. C'est trop fatigant. Faut que ça me manque. Mais tu vois, rien que de t'en parler, de me dire j'arrête le deuxième, je vais au bout de 3 mois, 4 mois sans spectacle, je vais être là. Je suis en bas, mec. Qu'est-ce que je fous là? Je vais refaire des premières parties de gars, des scènes ouvertes. Parce que je me dis à un moment donné, en termes d'endorphine, l'énergie que tu dépenses sur scène, tous les jours, tu dois finir par être camé en fait à l'endorphine quoi. Si t'as pas ton heure et demie de je cours dans tous les sens, tu transpires de façon folle. Tu t'en joues d'ailleurs. Tu transpires énormément, etc. Parce que tu te donnes. Totalement. Il y a le sport qui m'aide, le footing m'aide. En plus, en plus, non mais je cours avant de jouer. Mais tu vas pas pouvoir rester contenu comme ça pendant non, mais ce qui me manque, c'est l'idée de trouver une idée, de la noter, de la jouer et que ça rigole. Ou de trouver une impro, d'un truc marrant. Tu vois, l'autre fois, j'ai joué près de Saint-Étienne, au Puy-en-Velay. Et je sais plus, j'ai parlé d'un mec qui me dit. On parlait de. Je dis, il y a un mec qui était au balcon. Il me dit, la meilleure place, c'est l'œil du Prince. Je dis, l'œil du Prince, qu'est-ce que tu me parles de Chocobéen? Et les gens rigolaient, vite fait. Et je dis, ouais! Et là, flash dans ma tête, mais j'ai vraiment fait, ouais! Vous vous souvenez des gars qui mangeaient les Chocobéen? Ils prenaient les chocos, ils les dévissaient, ils les enlevaient et ils les mangeaient comme ça. Bien sûr. Et tu vois, et je suis mis à rire. Mais tu faisais ça? Tu faisais pas ça, toi? Mais si, je le faisais, mais quand je regardais les gars faire ça, je dis, waouh, putain, ils sont tellement différents et tout. Et c'est de la façon que tu as de te démarquer quand tu as 7 ans et demi, tu vois. Et les mecs, ils mangeaient les chocos comme ça. Et j'ai eu un énorme rire des gens qui disaient mais t'es con, enfin qui trouve ça quoi. Et donc tu vois, juste de te dire ça, je me dis putain, j'ai une nouvelle idée, qu'est-ce que j'en fais? Oui, parce que là, il faut dire que ça fait, pour les gens qui ne savent pas, c'est que tu improvises effectivement un peu dans le spectacle, mais c'est un spectacle que tu as rodé, re-rodé, etc. Ouais. Donc c'est un truc, tu n'as plus vraiment cet aspect découverte de. Non, j'ai moins l'esprit découverte. Mais dès que j'ai de nouvelles blagues, je les teste et c'est cool quoi. Tu vois, la dernière fois, je relisais Blanche-Neige à ma fille. Et elle me dit, lis-moi, c'est surtout La Belle au Bois dormant que je me tape. La Belle au Bois dormant avec des blagues. Donc tu vois, j'ouvre le livre et je mets mon doigt sur les persos et je les fais pareil. Je fais, alors, ça va, tu vas bien? Bah ouais, ça va. Oh, le prince Philippe, il est un peu, oh là, il est relou. Ah ouais, mais t'inquiète, tu vas le marier avec ma fille. Enfin, c'est un bébé. Non, mais t'inquiète, on va s'arranger. Et donc je fais, et tu vois, tout le bouquin, je fais passer des trucs comme ça. Et donc ça fait marrer ma fille. Elle retient les blagues, elle les refait. Et non, mais c'est les incohérences scénaristiques de Walt Disney, quoi. J'en ai noté 2-3 quoi. À l'enterrement quand Blanche-Neige elle est morte, qu'elle a mangé la pomme, t'as tous les nains qui sont tristes. Incohérence scénaristique de fou, joyeux. Mais il doit pas être triste. Joyeux, il doit être joyeux, dire bah quand même le gars, il a une belle vie, non? Enfin bon, tu vois, faut. Tu vois, donc j'ai fait tous les nains. J'ai fait ça à ma fille, ça la faisait pareil. Tu sais que si tu rentres dans les contes de fées, de la façon dont les vrais contes de fées et Disney. La façon dont Disney les a traités, il y a des incohérences folles quoi. Bah bien sûr. C'est hyper dark normalement les contes de fées. Non mais le Roi Lion, quand il y a le baptême de Simba, et là mais il est là-bas, t'as tous les animaux qui font ah, bravo. Il y a des zèbres et des antilopes. Mais qui va vous chasser les gars? Vous croyez que c'est pas lui là? Et en fait j'ai tourné le truc au baptême de Simba, ils disent bah c'est génial, il y a un buffet et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on est encerclé? Et les lions ils disent bah ouais, venez. Ça se transforme en verrine. Wolverine, oh là là, non, surtout pas de jeu de mots. Plus jamais tu m'incites à faire un jeu de mots. Tu veux pas te lancer sur YouTube? Tu sais, je pense à ça parce que je me dis que Verino, c'est aussi un de ses trucs, c'est qu'il écrit toutes les semaines. Alors, c'est bien, il a trouvé un bon truc entre.
comment dire, la scène qu'il fait tous les jours et puis ce moment d'écriture. C'est pas un truc que tu voudrais faire? Ça me tenterait sur le papier. Enfin, il y a tout qui est réuni pour me tenter de faire ça. Mais j'aime bien de plus en plus cloisonner ce que je fais. C'est qu'il y a un temps pour jouer, il y a un temps pour tourner, il y a un temps pour être à la maison et rien faire et s'occuper de Martine. De Martine. Elle s'appelle pas Martine, mais je l'appelle Martine. C'est génial. Allez, viens Martine, on y va. Mais papa, je m'appelle pas Martine. Je dis, on s'en fiche, on sait jamais ce qui peut se passer. T'as vu le bureau des légendes? Faut changer d'identité comme ça. Ok. Elle m'appelle Jean-Jacques. C'est génial. T'as raison. Jean-Jacques. Ouais Martine. Viens Jean-Jacques. Je suis en train d'en faire un pendant de moi. Hein. Bah, c'est le principe de l'éducation. C'est fou, t'en fais ce que tu veux. Ouais. Je peux lui faire dire que, tu vois, dans la vie, il y a des trucs... dès qu'elle voit une Twingo, il faut courir dans le sens opposé. Tu vois, je peux lui apprendre ça. Là, je suis au moment où je fais ce que je veux. Profites-en, ça va pas durer. Ouais, je sais. Bah après, elle va dire, ah, mais t'es vraiment un gars. On a retrouvé tes DVD, on a teon. Mais ça va, regarde pas ça. Naze. En plus, c'était le best-of. C'est soi-disant les meilleurs. Bon, bah ça va, dis pas ça, Martine. Je m'appelle pas Martine, ok. Je m'appelle Rachida. Comment ça, Rachida? Je me suis radicalisé. Oh, non, mais on va loin, mais on sait jamais. Il a décidé de sortir de mon cadre tellement il est Reviens dans mon cadre. Pardon. Ah bah bravo, en tout cas. Tu feras un bisou à Martine? Je ferai un bisou à Martine. C'était cool de te c'était cool de te voir, mon Fab. À bientôt. Toujours avec grand plaisir. Salut. Salut, mademoiselle. Waouh, j'ai kiffé cette vidéo. Et tu es en train de te dire à l'instant même, et tu as raison. Alors c'est bien simple, il ne te reste plus qu'à t'abonner et à lâcher un pouce en l'air.